Une œuvre ne serait pas la même sans ses acteurs vedettes, analogie que l'on peut appliquer aux périodes Triasique, Jurassique et Crétacée avec les dinosaures. L'ère mésozoïque a abrité un grand nombre d'espèces qui continuent encore aujourd'hui d'être découvertes et étudiées. Leur taxonomie et leur position phylogénétique ont permis aux scientifiques de comprendre à quoi elles ressemblaient et surtout comment ces espèces ont évolué par rapport à la période durant laquelle elles ont vécu. Il est possible que tu sois surpris par ce que quelques millions d'années peuvent produire entre des parents génétiques d'une même famille. Classification et représentants familiaux que nous étudierons aujourd'hui, en commençant par les herbivores. Herbivores grands et blindés. Famille Ceratopsidae. Durant le Crétacé supérieur, entre environ 78 et 66 millions d'années, les cératopsidés se déplaçaient à travers les paysages de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'ouest de l'Amérique du Nord. Et l'on retrouve également des traces d'eux en Asie orientale. Cette famille de dinosaures se distingue par sa marche sur 4 pattes et par son ornementation remarquable de la tête, qui les rendait reconnaissables même parmi d'autres herbivores géants. Ceratopsidae, nom attribué par Othniel Charles Marsh en 1888, signifie « visage à cornes » et reflète la spécialisation de la partie frontale du crâne, où un os formait un bec robuste dans la mâchoire supérieure, idéal pour arracher et traiter les plantes dures. Leur bouche était équipée de jusqu'à 40 rangées de dents, disposées de manière à broyer avec une grande efficacité le matériel végétal abrasif, montrant une conception parfaitement adaptée à leur alimentation. Le corps des cératopsidés présentait d'autres adaptations notables pour un déplacement à faible dépense énergétique. Les membres antérieurs étaient en forme de piliers, avec des humérus droits et des crêtes deltopectorales proéminentes, tandis que les membres postérieurs, plus longs, possédaient des fémurs et des tibias allongés. Cela leur donnait une démarche stable et efficace, capable de soutenir le poids de la tête et de la collerette sans perdre en mobilité, leur permettant de se déplacer en sécurité sur différents terrains. Les cornes et la collerette constituaient une autre de leurs caractéristiques distinctives. Les cornes nasales pouvaient être petites, presque comme un renforcement, ou atteindre un demi-mètre de longueur, tandis que les cornes postorbitaires dépassaient 1 mètre et s'orientaient vers les côtés ou vers l'arrière, probablement pour l'exhibition ou la défense. La collerette osseuse derrière la tête présentait des variations entre les espèces. Chez les chasmosaurinés, elle était haute, étroite et triangulaire, avec des ouvertures qui réduisaient le poids, comme on l'observe chez le Tricératops, remplissant des fonctions de survie et de compétition. En dehors du Tricératops, les plus grands représentants de cette famille sont le Styracosaurus et le Centrosaurus. Le Styracosaurus était l'un des cératopsidés à la cornure la plus spectaculaire. Sa grande collerette cervicale était entourée de 6 longues cornes et de plusieurs plus courtes, chaque épine mesurant entre 50 et 55 cm, le tout couronné par une corne nasale pouvant dépasser 60 cm. Malgré ses 3 tonnes de poids et ses pattes relativement courtes, il pouvait se déplacer rapidement, atteignant jusqu'à 35 km/h, et vivait en grands troupeaux qui lui offraient protection et force face à d'éventuels prédateurs. Le Centrosaurus, quant à lui,
habitait des forêts marécageuses où il se nourrissait de végétation basse qu'il arrachait avec son bec robuste. Ses molaires broyaient la nourriture des deux côtés de la mâchoire, tandis que les pierres qu'il avalait aidaient à moudre les aliments dans l'estomac, un comportement que l'on observe encore chez certains oiseaux modernes. Ce dinosaure se déplaçait également en grande harde, parcourant de longues distances entre pâturages et zones de reproduction, ce qui lui assurait sécurité, accès constant à la nourriture et de meilleures chances de survie face aux défis de son environnement. Famille Hadrosaurida. Parmi les géants paisibles du Crétacé, nous trouvons les Hadrosaurus, d'énormes herbivores à bec plat qui paissaient en immenses troupeaux. Connus également comme grands lézards, ils sont souvent appelés dinosaures à bec de canard, en raison de la forme de leur mâchoire. Ils se sont probablement originés en Asie durant le Crétacé supérieur précoce, puis se sont dispersés à travers la Laurasie, avec des fossiles documentés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le nom Hadrosaurus provient du grec, combinant hadros, qui signifie robuste, et sauros, qui signifie lézard, reflet de la constitution forte et massive de ces dinosaures. Leur museau se terminait par des becs osseux recouverts de kératine, outils efficaces pour couper et mâcher la végétation résistante qui formait la base de leur alimentation. En tant que groupe au sein des ornithopodes et du grand ensemble des Ornithischia, les Hadrosauridés représentent une lignée d'herbivores avancés. Leur crâne et leurs dents montrent des adaptations spécialisées qui leur permettaient de traiter des plantes dures avec une grande efficacité, marquant une étape évolutive claire depuis leurs ancêtres vers une forme de pâturage plus spécialisée et plus efficace dans les écosystèmes terrestres du Crétacé. Ces dinosaures pouvaient mesurer entre 6 et 12 mètres de long à l'âge adulte, avec un poids approximatif de 1 à 4 tonnes, bien que certains spécimens, comme Shantungosaurus, dépassaient 14 mètres et approchaient les 16 tonnes. Certains Hadrosauridés ont développé des structures osseuses complexes près des fosses nasales. Par exemple, Parasaurolophus walkeri possédait des crêtes creuses formées par des os nasaux allongés avec des conduits courbés, pouvant mesurer jusqu'à 1,8 mètres, probablement utilisés pour émettre des sons entre les membres du troupeau. Bien que les différences entre les sous-familles soient subtiles, le squelette postérieur conservait un schéma assez stable. Les Saurolophinés avaient tendance à posséder des membres plus robustes, adaptés au déplacement sur terrain ferme, tandis que les Lambéosaurinés présentaient des corps plus légers et des crêtes avec des structures neurales capables d'ajuster le centre de masse, ce qui leur donnait un meilleur équilibre et aidait à modifier la posture lorsqu'ils marchaient ou broutaient. Parmi les exemples que l'on pourrait citer, nous avons l'Hadrosaurus lui-même et le Parasaurolophus. Plus de 40 genres valides ont été reconnus au sein des Hadrosauridae, et des espèces ont été attribuées à chacun d'eux selon les caractéristiques diagnostiques du crâne et du squelette. Cependant, toute l'histoire de leur classification a commencé avec l'Hadrosaurus. Ce dinosaure dépassait d'au moins 1 demi-mètre la taille d'un humain adulte, et la partie supérieure de sa bouche était dépourvue de dents, dépassant la mâchoire inférieure pour former un bec semi-circulaire, large et aplati, ce qui lui valut le célèbre surnom de bec de canard.
Quant au Parasaurolophus, c'était l'un des hadrosaures les plus remarquables. De sa tête s'étendait une crête osseuse, pouvant atteindre 1,8 mètre de longueur. Cette crête formait un tube creux aux parois fines, avec des conduits nasaux à l'intérieur qui communiquaient avec la gorge. Ce qui lui permettait probablement de produire des sons graves pour surveiller, communiquer avec le troupeau et se coordonner avec les autres individus. De plus, en inclinant la tête vers l'arrière, l'extrémité de la crête reposait sur une encoche du dos, complétant ainsi son surprenant profil anatomique. Famille Stegosauridae. Les stégosaures ont habité la Terre pendant environ 80 millions d'années, jusqu'au Crétacé moyen. Bien qu'ils soient des animaux lents et lourds, les experts considèrent qu'ils faisaient partie des premiers herbivores quadrupèdes ayant tenté de lever les pattes avant pour atteindre le feuillage le plus haut des arbres. Leur période de plus grand succès se situe il y a environ 150 millions d'années, à la fin du Jurassique, lorsqu'ils se sont dispersés en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Ces dinosaures, connus sous le nom de lézards à toit, par les Grecs stégos, toit, et sauros, lézard, mesuraient normalement entre 2 et 9 mètres de long. Tous possédaient une petite tête, comparable en taille à celle de certains prédateurs droméosauriens, comme Deinonychus. Leur tête se terminait par un bec corné, et les mâchoires étaient ctarcodées garnies de petites dents, idéales pour couper et découper la végétation basse qui constituait leur régime alimentaire. Une des caractéristiques les plus reconnaissables de ces animaux étaient les plaques osseuses qui poussaient sur leur peau, appelées boucliers. Ces plaques n'étaient pas faites d'os compacts et épais et ne servaient probablement pas de cuirasse protectrice. Les scientifiques pensent qu'elles servaient à des démonstrations de parade nuptiale et à attirer un partenaire. Et une autre hypothèse suggère qu'elles aidaient à réguler la température corporelle, en absorbant ou en libérant de la chaleur selon les besoins de l'animal. Leurs pattes étaient épaisses, courtes et rigides, semblables à celles d'un éléphant. Les pieds antérieurs comportaient 5 doigts courts et les postérieurs 4, tous pourvus de griffes, et ils marchaient avec les membres tendus. Bien qu'ils possèdent poignets et chevilles, ces articulations étaient à peine mobiles, conférant à l'animal une démarche stable et lourde. En plus des plaques, de nombreux stégosaures développaient de longues et pointues épines sur les flancs du corps, situées au niveau des épaules ou des hanches. Alors que les plaques dorsales n'offraient probablement pas de défense, les épines remplissaient cette fonction évolutive. Selon leur orientation, elles pouvaient viser directement un prédateur et s'y enfoncer si celui-ci tentait d'attaquer. Dans la plupart des cas, ces protubérances s'étendaient de la partie supérieure du cou jusqu'à la base de la queue, renforçant leur défense passive avec une arme naturelle. Le Twigiongosaurus et le Lexovisaurus seraient nos représentants principaux dans cette famille. Le Twigiongosaurus était un dinosaure ayant vécu en Chine et reconnu pour ses 15 paires de plaques pointues et étroites parcourant tout le dos, du cou jusqu'à l'extrémité de la queue. Les plaques les plus longues se situaient au niveau des hanches, et à l'extrémité de sa courte queue, il possédait 2 paires d'épines longues et pointues, un trait partagé avec le Stegosaurus. Comme les autres stégosaures, son corps était allongé de faible hauteur, atteignant environ 2 mètres au niveau des hanches.
le Lexovisaurus se distingue par son ancienneté, ayant vécu durant le Jurassique moyen, et ses fossiles ont été trouvés en Angleterre et en France. Son dos était couvert de 2 rangées de plaques osseuses fines et sa queue possédait 2 ou 3 paires d'épines longues et pointues. Cependant, son trait le plus remarquable était constitué par 2 épines d'environ 1 mètre de long dépassant de ses épaules, semblant former des cornes. Ces formations osseuses servaient probablement à se défendre contre les prédateurs. Famille Ankylosauria et Nodosauridae. Les Nodosauridés et Ankylosauridés représentent 2 familles de dinosaures séparées par des millions d'années, mais avec un lien évolutif proche. Les Nodosauridés sont apparus il y a environ 170 millions d'années, tandis que les Ankylosauridés sont apparus il y a environ 130 millions d'années. Et les 2 familles ont survécu jusqu'au Crétacé inférieur, marquant la fin de l'ère des reptiles. Leurs espèces se sont largement réparties, avec des fossiles retrouvés sur presque tous les continents, y compris l'Antarctique, bien que l'Amérique du Sud n'ait encore livré aucun reste. Leurs noms reflètent leurs caractéristiques physiques. Nodu signifie nœud ou bouton en latin, tandis qu'ankylos, du grec, signifie fusionner ou plier, se référant aux ostéodermes, et sauros signifie lézard. La plupart de ces créatures mesuraient entre 3 et 7 mètres de long, bien que des spécimens comme l'Ankylosaure maniventris atteignaient jusqu'à 10 mètres, avec des poids oscillant entre 4 et 8 tonnes. Les crânes des Nodosauridés et Ankylosauridés étaient de presque triangulaires, avec des becs larges et robustes idéaux pour brouter la végétation basse. Leurs dents étaient très petites, presque minuscules, et la tête était couverte de plaques osseuses, tandis que de l'arrière de la tête émergeaient de courtes cornes pyramidales. Même leurs voies nasales internes présentaient un tracé en S avec des conduits en boucle, probablement pour améliorer l'odorat ou aider à réguler la température corporelle. Le corps de ces dinosaures était volumineux, en forme de tonneau, environ 2 fois plus large que haut, et protégé par de grosses plaques ovales parcourant le dos en bande transversale. De plus, le visage, la tête et les paupières étaient renforcés par des coussinets de cuirasse. Plusieurs rangées d'épines parcouraient le dos, tandis que de l'arrière de la tête émergeaient plusieurs cornes, complétant un système défensif qui, dans le cas des Ankylosauridés, se terminait par une grande massue à la queue, absente chez les Nodosauridés. La massue osseuse à l'extrémité de la queue des Ankylosauridés était formée de plusieurs plaques de cuirasse fusionnées, créant une extrémité lourde pouvant servir d'arme contre les prédateurs. Leur queue était étonnamment polyvalente, permettant des mouvements rapides et précis. Certains chercheurs suggèrent que, lorsqu'ils se sentaient menacés, ces animaux pouvaient augmenter la circulation sanguine dans la peau, donnant une teinte rosée servant de signal d'avertissement aux attaquants potentiels. Pour mettre en évidence les différences et ressemblances entre les 2 familles, nous choisissons de présenter le Minmi et l'Eoplocéphalus. Parmi les Nodosauridés les plus remarquables, le Minmi était probablement l'un des plus petits, atteignant à peine 3 mètres de long. Sa peau était recouverte de plaques osseuses de formes et tailles variées, y compris le ventre, qui chez d'autres dinosaures blindés restait exposé et vulnérable.
bien que sa cuirasse lui donne un poids considérable. Ses membres longs suggèrent qu'il était agile et rapide. En revanche, le Hoplocéphalus approchait en taille son parent Maniventris. Il habitait les forêts où il parcourait probablement de grandes distances en troupeau. Son corps était protégé par une armure très lourde, remplie de protubérances et de plaques osseuses. Des bandes de plaques renforcées parcouraient tout le dos, incrustées dans la peau tannée, tandis que 4 cornes protégeaient le cou et plusieurs rangées d'épines renforçaient la défense de sa cuirasse, faisant de lui l'un des nodosauridés les plus blindés et redoutables de son époque. Famille Pachycéphalosaurida. Les pachycéphalosaures soutenirent leur poids et d'effectuer de courts sprints rapides, ce qui leur permettait d'échapper aux prédateurs, de capturer et qu'ils les utilisaient lors de combats entre eux, que ce soit pour établir une dominance, sélectionner un partenaire ou à la maturité. Chez des espèces comme Stygimoloch, ces épines s'étendaient sur les côtés et l'arrière de la tête, accentuant l'apparence imposante des mâles, tandis que chez d'autres comme Goyocéphale, l'ornementation était plus discrète, concentrée autour de la masse osseuse du crâne selon les reconstitutions fossiles. Cette lignée de dinosaures a des représentants intéressants. C'est pourquoi nous parlerons du Stygimoloch et du Pachycephalosaurus lui-même. Le Stygimoloch fait partie des pachycéphalosaures les plus remarquables. Les cornes de cette espèce formaient un motif unique et pouvaient atteindre 15 cm de longueur. En plus de ces épines, la tête était couverte de nombreux nodules saillants. On ne sait pas avec certitude si les deux sexes les possédaient, mais on pense que les mâles les développaient davantage, probablement dans le cadre d'un dimorphisme sexuel. Ces protubérances auraient joué un rôle central dans les rituels de parade nuptiale, où les mâles exhibaient leurs cornes pour attirer les femelles. Le Pachycephalosaurus original, considéré comme terrestre, famille Tyrannosaurida. Les prédateurs de grande taille ont commencé à apparaître durant le Jurassique, il y a environ 208 millions d'années. Mais ce n'est qu'au Crétacé qu'ils ont atteint leur plein développement. Avec des corps massifs, des dents tranchantes comme des rasoirs et des griffes capables de déchirer n'importe quelle proie, ces théropodes, ou pieds de bête, dominaient presque tous les continents, de l'Asie à l'Amérique, laissant une empreinte profonde dans les écosystèmes de leur époque. Le nom de cette famille provient du grec tyrannos, tyran, et sauros, lézard, un titre approprié pour des animaux comme le Tyrannosaurus rex, qui pouvait dépasser 12 mètres de long et peser entre 8 et 9 tonnes. Il s'imposait comme l'un des superprédateurs de son époque. Restaient des créatures imposantes et dangereuses. Ces géants n'étaient pas uniquement des chasseurs, ils combinaient la chasse active avec le charognage. Cette stratégie leur permettait de se nourrir plus efficacement et de réduire les risques de blessures, crucial car même les prédateurs pouvaient être vulnérables s'ils étaient blessés. Dans presque tous les cas, l'arme avec laquelle ils chassaient et se nourrissaient était simplement leurs puissantes dents. Leur succès tenait également à des sens extrêmement développés. L'odorat leur permettait de détecter les proies et, une fois localisés, ils pouvaient effectuer des accélérations brèves pour capturer les herbivores paniqués. Cela était particulièrement vrai pour le T-Rex, qui possédait des bulbes olfactifs très développés et de grandes pattes
lui permettant des enjambées de 4 à 5 mètres. Lorsque la taille ou la force individuelle ne suffisaient pas pour affronter la mégafaune du Crétacé, certains tyrannosauridés appliquaient des tactiques de groupe. Pendant qu'un individu distrayait la victime et l'éloignait de son troupeau, les autres se jetaient sur elle pour la capturer. On pense que l'Albertosaurus utilisait fréquemment cette stratégie, employant la coopération pour compenser une morsure moins puissante face à des proies plus grandes, montrant que même les prédateurs plus petits pouvaient être mortels lorsqu'ils travaillaient en équipe. Ainsi, leurs représentants sont l'Albertosaurus et le Tyrannosaurus rex. Le premier était un proche parent du second, le T-rex, mais présentait des différences marquées. Ses yeux étaient placés sur les côtés du crâne, limitant la vision en profondeur, mais il compensait cet inconvénient par un odorat très développé. Malgré sa taille, sa musculature flexible lui permettait de se déplacer avec une rapidité surprenante, atteignant près de 30 km/h. Quant au Tyrannosaurus rex, il se distinguait par son acuité visuelle et un odorat extraordinaire, capable de localiser des proies à grande distance. Ce géant pouvait courir sur de courtes distances, à environ 36 km/h, et exercer des morsures d'une force supérieure à 50 000 newtons, suffisante pour broyer des os facilement. C'était un chasseur d'embuscades, capable de rester plusieurs jours sans manger nos auridas. Parmi les grands prédateurs en Amérique du Sud et en Asie. Le nom de ce groupe combine lors atteignait de grandes tailles, entre 10 et 15 mètres de long, avec un poids d'environ 5 à 7 tonnes. Presque tous possédaient une crête dorsale, formée d'épines hautes, bien que leur taille varie beaucoup selon les espèces. Certains suggèrent que, comme ils étaient carnivores semi-aquatiques, la crête les aidait à capter les rayons du soleil pendant les immersions peu profondes. Un autre point distinctif de leur anatomie était la forme très longue et étroite de leur crâne, avec une rosette prémaxillaire à l'extrémité du museau qui aidait à maintenir la proie. Les narines externes étaient déplacées vers l'arrière du crâne et le palais osseux secondaire pouvait faciliter la respiration lorsque l'animal gardait la bouche dans l'eau. De plus, de nombreuses espèces présentant tête dorsale pouvaient avoir des fonctions visuelles. Il est possible que ces structures changent de teinte, devenir rougeâtres lors de situations d'avertissement ou de rituels de parade nuptiale. Cependant, l'interprétation la plus répandue est que ces épines neurales hypertrophiées formaient une sorte de voile influençant la stabilité et le déplacement de l'animal dans l'eau. Les côtes semblent également avoir joué un rôle important dans leur vie semi-aquatique. Certaines présentaient des cavités pneumatiques élargissant la poitrine et réduisant la profondeur du torse d'environ 25%. En même temps, la densité osseuse de ces structures aidait à contrôler la flottabilité, permettant de rester dans l'eau sans effort excessif. Ce type d'ostéosclérose dans les côtes rappelle celle de plusieurs reptiles semi-aquatiques actuels, permettant aux spinosaures de chercher de la nourriture sous l'eau pendant de longs nous citerons l'Acrocanthosaurus et le Suchomimus. L'Acrocanthosaurus se distinguait par une série d'épines osseuses parcourant toute sa colonne vertébrale, du cou à la queue. Ces structures pouvaient atteindre environ 43 cm de longueur et soutenaient probablement une crête dorsale. C'était un prédateur redoutable
avec une tête mesurant environ 1,4 mètres. Sa mâchoire contenait environ 68 dents dentelées, conçues pour déchirer la chair tendre, en particulier celle des proies à squelette moins résistants, comme les poissons. Très proche du Spinosaurus aegyptiacus se trouvait le Suchomimus. Les études comparatives indiquent qu'ils habitaient les mêmes régions et vivaient à la même époque. Ce théropode partageait plusieurs caractéristiques avec son célèbre parent, y compris une crête dorsale, bien que moins haute. Son museau, long et étroit, atteignait environ 1,2 mètres et était rempli de plus de 100 dents fines et pointues. Un nombre supérieur à celui observé dans de nombreux Dromaeosauridae. Les Dromaeosauridés figurent parmi les prédateurs les plus redoutables du monde des dinosaures. Ils étaient armés de pieds, munis de longues griffes courbes et de grandes mains capables de saisir leur proie. Selon les connaissances actuelles, ces animaux sont très proches de l'origine évolutive des oiseaux. Les premiers membres de cette famille sont apparus au Jurassique moyen, il y a environ 167 millions d'années, et ont continué d'exister jusqu'à la fin du Crétacé supérieur. Leurs fossiles ont été trouvés sur presque tous les continents, à l'exception notable de l'Australie. Le nom Dromaeosauridés provient des mots grecs dromeus, coureur, et sauros, lézard. Au sein de cette famille, il y avait des prédateurs de petite et moyenne taille, mesurant approximativement entre 2 et plus de 6 mètres selon les espèces. Un trait intéressant est que plusieurs spécimens conservent des impressions de structures tégumentaires ramifiées interprétées comme des protoplumes ou plumes primitives. Ces revêtements corporels présentent différentes formes, des filaments simples aux structures plus complexes, rappelant les plumes modernes. Une autre caractéristique qui les rendait particulièrement efficaces était leur possible tendance à chasser en groupe. On pense que ces animaux possédaient une certaine capacité de communication et de coopération. Lorsqu'ils poursuivaient un herbivore, ils le faisaient en équipe, essayant de séparer un individu du reste du troupeau. Les proies les plus vulnérables étaient souvent les jeunes, les animaux âgés ou malades. Une fois la victime isolée, le groupe de prédateurs se jetait sur elle. Leur mâchoire n'était pas conçue pour écraser mais pour lacérer, de sorte que les attaques consistaient à infliger des blessures profondes qui affaiblissaient progressivement l'animal jusqu'à ce qu'il tombe. Les griffes constituaient un autre outil clé, tant pour la chasse que pour la défense. Chez des espèces comme Deinonychus, une grande griffe courbe dépassait de chaque patte arrière. Ces griffes pouvaient atteindre environ 13 cm et se projetaient vers l'avant et le bas lorsque l'animal attaquait. Le mouvement générait des coupures profondes dans la chair de la proie, facilitant l'action des dents qui élargissaient les blessures et provoquaient de fortes hémorragies. En somme, ils ne dépendaient pas de la force brute, mais du nombre et de la patience, pour inclure dans leur alimentation presque tout herbivore de grande taille. Parmi ces chasseurs impitoyables, on peut citer le célèbre Vélociraptor et l'Utahraptor. Le premier s'éloigne beaucoup de l'image gigantesque souvent montrée dans la culture populaire. En réalité, c'était un prédateur relativement petit, d'environ 1 mètre de hauteur et 1,8 mètre de longueur. Malgré sa taille, il était armé de griffes extrêmement acérées. En courant, il maintenait la grande griffe courbe de ses pattes levées du sol pour éviter son usure, la réservant pour le moment de l'attaque.
certains fossiles montrent des vélociraptors associés à des proies beaucoup plus grandes, comme Protoceratops, ce qui suggère que leur régime alimentaire était varié et qu'ils n'hésitaient pas à affronter des animaux plus imposants. À l'autre extrémité de la taille se trouvait l'Utahraptor, qui dépassait 6,5 mètres de longueur. Ses pieds comportaient 4 doigts, le deuxième se distinguant par une énorme griffe courbée, pouvant atteindre environ 38 cm chez l'adulte, presque comparable à une épée courte. Avec sa grande taille, son agilité et son poids, il est possible qu'il ait utilisé des tactiques d'embuscade contre de grandes proies. Certains spécialistes suggèrent qu'il pouvait maintenir l'équilibre sur une patte, saisir la proie avec ses bras, puis attaquer avec cette puissante griffe, donnant des coups de pied répétés qui déchiraient la chair et infligeaient des blessures dévastatrices. Famille Carcharodontosauridae. Les Carcharodontosauridés constituent une famille de grands dinosaures théropodes qui ont dominé comme prédateurs apex entre le Crétacé inférieur et le Crétacé moyen. Pendant cette période, ils occupaient de vastes régions de l'ancien supercontinent Gondwana. La majorité des fossiles connus proviennent d'Afrique et d'Amérique du Sud, bien que des découvertes en Australie en 2025 attestent également de leur présence. Le nom Carcharodontosauridae a une origine grecque et combine Carcharos, tranchant ou denté, Odoous/odontos, dents, et Saeuros, lézard. Dans cette famille, il existait des espèces de tailles diverses. Certaines mesuraient environ 6 mètres de long, tandis que les plus grandes dépassaient 12 mètres et pouvaient peser entre 6 et 8 tonnes. Des dimensions comparables, voire supérieures, à celles des tyrannosauridés apparus plus tard. La structure du squelette présente plusieurs particularités. Dans le torse et les hanches, plusieurs vertèbres étaient partiellement fusionnées, formant une colonne plus rigide au centre du corps. Dans la partie antérieure de la queue, on observe des vertèbres avec des cavités latérales caractéristiques de ce groupe. Dans certains genres, les vertèbres dorsales développaient des épines neurales allongées pouvant soutenir une petite voile ou bosse sur le dos. En revanche, leurs membres antérieurs étaient relativement petits pour la taille de l'animal et se terminaient par des mains à 3 doigts. Parmi les traits les plus distinctifs figure leur maxillaire allongé, avec un bord frontal presque droit et des plaques interdentaires hautes et fusionnées renforçant la mâchoire. Les dents, appelées carcharodontes, étaient grandes, robustes et à bords finement dentelés, rappelant celles des grands requins blancs. Ces caractéristiques les distinguent de leurs parents plus anciens et reflètent des adaptations propres aux prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. En plus de leur puissante dentition, certains membres présentaient des os faciaux ornés servant probablement à des fonctions d'exposition ou de communication visuelle. Le crâne et plusieurs vertèbres contenaient également des cavités aériennes, comme la profonde fosse latérosphénoïde, documentée chez Carcharodontosaurus higidensis. Bien que leur silhouette générale rappelât les théropodes plus anciens tels qu'Allosaurus, ces dinosaures développèrent des crânes plus robustes et des bras plus courts, une combinaison de traits évoluant de manière similaire à celle observée plus tard chez les tyrannosauridés. Parmi leurs représentants les plus intéressants, on trouve le Concavenator et le Mapusaurus. Le Concavenator, ou chasseur de Cuenca,
appartenait à un groupe de grands théropodes qui finiraient par dominer comme prédateurs principaux durant le Crétacé. Cet animal marchait sur 2 pattes et possédait une colonne vertébrale relativement flexible, tandis que ses membres antérieurs étaient courts, bien qu'encore légèrement plus longs que ceux de certains parents plus évolués. Son trait le plus remarquable était une bosse située sur le dos, formée par les vertèbres dorsales, dont la fonction pourrait être liée à des démonstrations lors du cortège nuptial, à la reconnaissance entre individus de la même espèce ou même au stockage de graisse. Un autre membre notable de ce groupe était Mapusaurus roseae, un grand théropode dont la taille approchait celle du célèbre Giganotosaurus. Bien qu'atteignant près de 12 mètres de long, son poids estimé avoisinait 3 tonnes, indiquant un corps relativement plus léger que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un prédateur de cette taille. Son crâne mesurait environ 1,6 mètre, comparable en longueur à celui du Tyrannosaurus rex, mais moins lourd en raison de cavités osseuses plus larges et d'une densité osseuse moindre. Cette construction plus légère lui permettait probablement de se déplacer plus rapidement que les tyrannosauridés plus robustes. Famille Megalosaurida. Les mégalosauridés forment une famille de théropodes étroitement liés aux spinosaures d'un point de vue évolutif. Leur histoire remonte au Jurassique moyen et s'étend jusqu'au Crétacé inférieur, disparaissant il y a environ 100 millions d'années. Pendant cette période, ils ont développé une grande diversité de formes et ont réussi à rester des prédateurs importants dans différents écosystèmes. La majorité de leurs fossiles proviennent d'Europe et d'Amérique du Nord, bien qu'il existe également des indices de leur présence en Afrique et en Asie. Au sein de cette famille, il y avait des animaux de taille variée. Les spécimens les plus grands pouvaient atteindre entre 10 et 12 mètres de longueur et peser entre 4 et 5 tonnes. Cependant, le groupe comprenait aussi des individus beaucoup plus petits, d'environ 500 kg. Cette diversité de taille se reflétait dans les proportions du corps et des membres qui ont évolué pour soutenir des masses corporelles croissantes à mesure que certaines espèces devenaient plus robustes. Concernant leur dentition, les mégalosauridés possédaient plus de 10 dents dans le maxillaire supérieur et entre 13 et 15 dans la mâchoire inférieure. Les dents antérieures étaient plus grandes et en forme de feuilles, idéales pour saisir et déchirer des proies terrestres, contrairement à leurs parents spinosaures spécialisés dans la capture de poissons. Leurs yeux étaient situés sur les côtés du crâne, ce qui suggère qu'ils ne bénéficiaient probablement pas d'une vision binoculaire complète, et donc que la perception de profondeur ne dépendait pas beaucoup de la vue. Un autre trait important se retrouve dans l'humérus, où apparaît une crête deltopectorale très marquée, s'étendant jusqu'à peu près la moitié du bord crânial de l'os. Cette structure indique une musculature puissante dans les bras, utile pour saisir ou manipuler des proies, malgré des membres antérieurs relativement courts. Les empreintes fossiles trouvées sur d'anciennes plaines de marée au Portugal donnent des indices sur leur locomotion. Certaines s'étendent sur près d'un demi-kilomètre, indiquant que ces animaux pouvaient se déplacer efficacement même sur des sols mous, probablement en suivant des proies ou en parcourant des espaces ouverts.
Leur queue rigide, renforcée par des vertèbres fortement connectées, limitait les mouvements latéraux et aidait à maintenir stabilité et élan pendant la marche. Parmi leurs meilleurs représentants, on trouve l'Afrovenator et le Torvosaurus. Le Torvosaurus était l'un des plus grands mégalosauridés, atteignant entre 10 et 12 mètres de longueur, le plaçant parmi les prédateurs les plus dominants de son époque. Son crâne était large et profond, accompagné de bras courts, mais très musclés. À cela s'ajoutaient des vertèbres cervicales, allongées renforçant la mobilité du cou, une caractéristique utile pour un chasseur actif. Les études anatomiques indiquent que les bras servaient non seulement à saisir les proies pendant l'attaque, mais également à maintenir la partenaire lors de l'accouplement. L'Afrovenator partageait de nombreuses caractéristiques générales du Torvosaurus, bien que sa taille fût considérablement plus petite. Il atteignait presque 7 à 8 mètres de longueur et son poids maximal avoisinait 900 kg. Bien qu'il paraisse petit comparé à d'autres grands théropodes, son corps léger et sa vitesse en faisaient un prédateur redoutable. Cette agilité lui permettait probablement de rivaliser avec des chasseurs plus rapides, comme les dromaeosauridés du groupe des raptors, ce qui était particulièrement utile dans des environnements avec rivières, terrains humides et obstacles naturels, où un prédateur trop lourd aurait eu des difficultés de déplacement. Reptiles volants, famille Pteranodontidae. Pendant l'ère des dinosaures, les ptérosaures régnaient sur les cieux, invincibles, étant piscivores, charognards et carnivores de grande taille. Ils sont apparus au Trias moyen, il y a plus de 225 millions d'années, à peu près au même moment que les premiers dinosaures. À partir de là, ils ont rapidement évolué et donné naissance à une grande diversité de formes. La majorité des fossiles connus proviennent d'Amérique du Nord, bien que des restes aient également été trouvés en Afrique, Asie et Europe. Leur nom est un jeu de mots en grec basé sur ptéron, aile, et anneau, sang, combiné avec odous, odontos, dents, faisant référence à une malgré la variété des espèces, pouvait atteindre une envergure de 5 à 15 mètres, tout en conservant un poids relativement faible, généralement entre 25 et 75 kg. Les ptérosaures occupaient différentes niches écologiques et développaient des régimes alimentaires variés. Beaucoup vivaient près de l'eau. Certains se spécialisaient dans la capture de poissons dans les rivières et la transformation des membres antérieurs en ailes, formées par une membrane appelée patagium, une fine feuille de peau renforcée par des fibres musculaires élastiques. La membrane s'étendait de l'épaule le long du bras et se fixait sur le flanc jusqu'aux membres postérieurs, créant une large surface capable de soutenir le vol. Plusieurs ptérosaures étaient d'excellents planeurs, utilisant les courants d'air pour s'élever et se déplacer avec peu d'effort, ce qui facilitait aussi les longs trajets. Leurs ailes rappelaient celles des albatros actuels, conçues pour exploiter les courants ascendants et le vent des falaises ou collines. Parmi les taxons les plus grands et impressionnants, on trouve le puissant Quetzalcoatlus et le Pteranodon. Le grand Quetzalcoatlus est le membre le plus imposant de sa famille, atteignant 15 mètres de longueur et 135 kg de capacité de vol. Il fut non seulement le plus grand et le mieux adapté de son genre, mais aussi le dernier de son espèce,
témoin de la catastrophe qui anéantit son groupe. Il aurait pu marcher sur terre pour se nourrir de charognes, utilisant les articulations pneumatiques de ses pattes pour bondir jusqu'à 5 mètres et reprendre le vol. Le ptéranodon est un représentant populaire grâce à la franchise Jurassic Park. Contrairement à son corps court et sa queue à peine visible, ses ailes possédaient l'une des plus grandes envergures connues parmi les ptérosaures, rappelant davantage les albatros que d'autres espèces. Il aurait vécu près des falaises, utilisant son faible poids pour planer avec la brise marine et se nourrir. L'évolution des ptérosaures a conduit à l'apparition d'une lignée familiale entièrement différenciée, avec des caractéristiques propres les distinguant de leurs ancêtres. L'une des plus notables fut la présence de dents, leur permettant d'élargir leur régime alimentaire et de modifier la manière dont ils traitaient les aliments. Ces animaux sont apparus il y a environ 160 millions d'années et ont perduré jusqu'à environ 140 millions d'années, occupant de vastes régions en Amérique du Nord, Europe et Asie. Le nom de la famille Pterodactylidae provient du grec ptéron, aile, et dactylos, doigt, en référence à leurs longs doigts qui soutenaient la main, espèce ajoutée ou retirée au fil du temps, ce qui entraîne des variations de taille et proportion entre les membres. Les ptérodactyles possédaient une queue très courte et un cou long relié au crâne à la base et non à l'arrière, marquant un changement par rapport aux parents plus anciens. Contrairement aux Pteranodontidae, leurs os crâniens étaient plus fins et percés de grandes ouvertures pour réduire le poids. De plus, la membrane de la queue a disparu ou été réduite au minimum, tandis que les ailes possédaient des volets supplémentaires entre le poignet et l'épaule, augmentant la maniabilité du vol. Les ailes étaient longues et étroites, un trait lié à l'adaptation des métacarpiens des poignets, plus allongés que dans les générations précédentes. Cela améliorait le vol et permettait aussi une locomotion terrestre limitée, ainsi que la capacité de grimper ou de se suspendre au tronc. Cette habileté permettait aux ptérosaures de former des colonies et de se reposer en groupe, suspendus la tête en bas dans des abris communs. Un autre aspect évolutif important était leurs dents espacées, réduisant la taille du bec, mais facilitant le traitement des aliments ingérés. Cela était crucial pour nourrir les jeunes, dépendant des restes régurgités par les parents. Pour compléter cette stratégie, ils développaient une poche gutturale, où ils pouvaient stocker poissons, insectes ou petits mammifères découpés, assurant l'alimentation des descendants tout en continuant à voler et chasser. Parmi leurs représentants, on citait Koshi et Micronix, mais ceux-ci ont été réattribués à d'autres familles, ne laissant que l'Anticus. Dans ce monotype familial, l'Anticus utilisait sa petite taille pour faire du vol sa méthode de chasse principale. Cela s'explique par le faible budget énergétique nécessaire pour planer, facilité par des os largement creux et flexibles réduisant la masse corporelle. Cette adaptation osseuse, combinée à des ailes à haut rapport d'aspect, favorisait aussi une thermorégulation efficace. De plus, il récupérait rapidement son énergie grâce à un régime riche en invertébrés, à corps mous et poissons. Famille Zungaripteridae. Les Zungaripteridae étaient un groupe de ptérosaures ayant développé des adaptations remarquables au milieu aquatique, se nourrissant de mollusques, crevettes, vers, méduses
et petits habitants de la mer. Leur évolution les différenciait clairement des autres ptérosaures en termes de forme et d'apparence. Ils ont vécu pendant le Crétacé inférieur dans les anciennes zones côtières de l'actuelle Chine. Le nom de la famille provient du genre type des Tsungaripterus, combinant Tsungari, en référence au désert où le premier fossile fut découvert, et le grec pterus, ailé. Des fossiles de membres de cette famille ont également été trouvés en Amérique et en Europe, avec des tailles variant d'1 mètre jusqu'à environ 3 mètres d'envergure, montrant des différences notables entre espèces. Leur trait le plus distinctif était le museau long et courbé, qu'ils plongeaient peu profondément pour pêcher, atteignant une longueur comparable à celle d'un bras humain. Les mâchoires profondes et robustes, ainsi que les dents en forme d'enclume situées à l'arrière, leur permettaient de broyer des coquilles résistantes et de consommer des crustacés que d'autres animaux ne pouvaient exploiter. Ces ptérosaures développaient également une crête sagittale arrondie, s'étendant depuis près de l'ouverture nasale jusqu'à l'arrière du crâne, qui grandissait avec l'âge. Bien que même les jeunes présentaient des crêtes remarquables, cette formation distinguait la famille d'autres ptérosaures aux crêtes plus prononcées ou placées plus en arrière. Un autre aspect de leur biologie concernait leur mode de reproduction. Bien qu'ils ne soient pas des oiseaux, ils pouvaient nicher en colonies éloignées du littoral, sur des falaises ou îlots, à l'abri des grands prédateurs. Dans ces espaces, ils nourrissaient leurs petits, les surveillaient et leur enseignaient les bases du vol une fois que leurs ailes étaient fonctionnelles. Parmi les représentants de cette famille, on trouve Tsungaripterus et Noripterus. Le Tsungaripterus, ou Eil de Djungar, est le genre éponyme. Il possédait une tête et un cou comparables à la longueur d'un bras humain. Son bec antérieur, incurvé vers le haut, pointu et édenté, ressemblait à de grandes pinces, tandis que l'arrière du bec contenait des dents arrondies et émoussées. Une crête osseuse s'élevait depuis la moitié supérieure du bec, prolongeant l'arrière de la tête et complétant sa silhouette caractéristique. Le Noripterus, quant à lui, était un ptérosaure robuste d'envergure similaire, environ 4 mètres, mais avec des différences notables. Ses mâchoires étaient droites, contrairement au bec courbé du Tsungaripterus, et ses dents coniques étaient complètement exposées. Son crâne et sa mâchoire étaient solides, adaptés pour casser les coquilles de mollusques et crustacés, grâce à des becs longs et des dents parfaitement conçues pour broyer leur alimentation. Famille Rhamphorhynchidae. Cette famille représentait bien les reptiles volants grâce à leur morphologie adaptée au vol. Les ptérosaures à longue queue de petite taille ont vécu au Jurassique supérieur, avec des fossiles trouvés en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. Le nom combine les termes grecs rhamphos, bec, et rhynchos, museau. Ils possédaient une fenêtre entorbitaire allongée et des vertèbres profondes renforçant la structure du torse, tandis que les doigts des ailes étaient exceptionnellement longs, formant la majeure partie de l'envergure. Les os, largement creux et renforcés par des varilles internes, permettaient la résistance nécessaire au vol sans augmenter le poids. Leur régime alimentaire se concentrait sur les poissons et insectes, comme le montrent leurs dents fines et entrelacées. Les fossiles de Solnophen présentent un tégument semblable à des fibres diffuses, recouvrant le corps et les ailes,
aidant à l'aérodynamisme et protégeant les membranes pendant les vols prolongés. Les ailes, malgré leur apparente fragilité, étaient renforcées par des fibrilles internes, empêchant la déchirure lors de manœuvres complexes. Leur bec long et pointu, pourvu de dents acérées en angle, facilitait la capture de poissons en vol, combinant rapidité, coordination et économie d'énergie. Les espèces les mieux conservées sont Rhamphorhynchus bucklandi et Rhamphorhynchus philurus. Bucklandi a un crâne relativement court, des dents fines et une queue en forme de diamant, tandis que Philurus possède un crâne plus allongé, des dents plus larges et la pointe de la queue élargie en forme de feuille, adaptant légèrement leur morphologie au sein du même genre. Famille Ashdarchidae. Les Ashdarchidae sont des ptérosaures avancés, atteignant des tailles impressionnantes avec des adaptations au vol et à la vie terrestre. Tous les fossiles proviennent du Crétacé supérieur, 93,9 à 66 millions d'années, faisant d'eux les ptérosaures les plus spécialisés avant l'extinction Crétacé-Paléogène. Le nom vient du genre type Ashdarcho, combinant le perse Ashdar, dragon, et le grec archo, reptile/gouvernant, soulignant leur grande taille, avec des envergures de 5 à plus de 10 mètres. Leur anatomie permettait un vol agile et des déplacements efficaces au sol grâce à un long cou, un bec robuste et des membres postérieurs adaptés à la bipédie. Le sternum développé supportait les muscles du vol, concentrant la puissance près du centre de gravité. Les mandibules non fusionnées permettaient d'ouvrir largement la bouche et la poche gulaire, ingérant des proies entières sans les démembrer. Beaucoup portaient des crêtes dorsales osseuses, variant selon l'espèce pour l'exposition visuelle, le renforcement crânien ou l'aérodynamisme. Leur structure fine et pneumatisée rendait la tête légère malgré sa taille, augmentant l'efficacité et la stabilité du vol. Les représentants incluent Arambourgiania et Adzegopteryx. Arambourgiania était proche du colossal Quetzalcoatlus avec une envergure estimée à 13 mètres. Son crâne énorme et sa crête proéminente lui permettaient de capturer de petites proies et d'être un prédateur aérien efficace. Adzegopteryx tambema possédait un corps robuste et des os denses, en faisant l'un des Ashdarchidés les plus lourds. Sa grande crête dorsale, de l'arrière du crâne à la pointe du bec, servait probablement à la parade nuptiale, à l'intimidation et à renforcer sa présence dans l'écosystème du Crétacé supérieur. Famille Notosaurida. Les notosaures furent les premiers grands reptiles à conquérir la mer au début du Trias, il y a près de 250 millions d'années. Mais ils disparurent complètement à la fin de cette période. Leurs fossiles se trouvent principalement dans la région de l'océan Thétis, couvrant l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, les Pays-Bas et l'Espagne. En Asie orientale, au Moyen-Orient et en Israël. Contrairement à leurs successeurs entièrement marins, comme les ichthyosaures, les notosaures conservaient des membres plus proches de palettes que de vraies nageoires. Il est probable qu'ils revenaient occasionnellement sur Terre pour se reposer après la chasse, à l'instar des phoques modernes, bien que certains genres aient évolué avec des membres spécialisés pour se déplacer sur le sol. Chez des espèces comme Notosaurus, les membres leur permettaient de se mouvoir maladroitement sur Terre en arquant le dos, rappelant les lions de mer modernes. Il est possible qu'ils se rapprochaient des côtes pour prendre le soleil,
se nourrir dans les bassins de marée et se reproduire par ponte, tandis que d'autres membres du groupe passaient plus de temps dans l'eau, un foramen pinéal proéminent au sommet du crâne et un os carré partiellement visible à l'arrière, renforçant la complexité de leur tête et leur efficacité comme prédateurs aquatiques. Parmi leurs représentants les plus anciens figurent Notosaurus et Lariosaurus. Notosaurus, représentant emblématique, combinait des traits d'un crocodile préhistorique et d'un reptile marin. Son existence s'étendit sur environ 25 millions d'années, période pendant laquelle il perfectionna ses habitudes aquatiques des terrestres grâce à des membres adaptés aux côtes rocheuses. Sa silhouette évoquait un dragon de Komodo surdimensionné, avec un cou remarquablement allongé, conférant un port élégant et prédateur. L'Ariosaurus montrait des adaptations encore plus spécialisées à la vie dans les deux milieux. Les pattes avant s'étaient transformées en structures proches de nageoires, tandis que les postérieures conservaient une certaine capacité à se déplacer sur le sol, tout en facilitant la natation. Ce reptile passait une grande partie de son temps dans les eaux peu profondes, se nourrissant de poissons. Famille Plesiosauridae. Parmi les protagonistes des écosystèmes marins de l'ère des dinosaures, figure la famille des Plesiosauridae. Ces reptiles peuplaient les mers il y a plus de 200 millions d'années, au Jurassique inférieur, et les fossiles retrouvés permettent de reconstruire l'étendue des océans recouvrant l'Europe occidentale actuelle. Le nom de la famille provient du grec plésios, proche en ruban, et sauros, lézard, en référence au grand nombre de vertèbres constituant leur colonne, formant une structure longue et flexible, s'étendant du cou au torse puis à la queue. Les individus connus mesuraient entre 2,5 et 6 mètres, selon le genre et l'âge. À l'origine, on pensait que les nageoires des plésiosaures se déplaçaient horizontalement comme des rames, mais des études récentes suggèrent un mouvement vertical, similaire au vol d'un oiseau ou à la nage des tortues et pingouins. Certains spécialistes estiment également que la queue participait activement à la propulsion, au-delà de sa fonction vestigiale. Le crâne était relativement petit, allongé ou triangulaire, avec des fenêtres temporales modérées, servant d'ancrage aux muscles mandibulaires. Les dents coniques, légèrement incurvées et striées, étaient parfaitement adaptées pour saisir des proies rapides et molles comme poissons et céphalopodes. Grâce à leur profil hydrodynamique, ces reptiles pouvaient maintenir des vitesses de croisière modérées, adaptées à de longues traversées en mer ouverte sans dépenser trop d'énergie. La propulsion reposait principalement sur les nageoires, limitant leur capacité d'accélération rapide, mais offrant une performance constante pour les déplacements en flipper plutôt qu'avec la queue. Parmi les espèces marines célèbres, Cryptoclydus et Muraenosaurus sont très représentatifs. Cryptoclydus représentait une étape intermédiaire dans l'évolution des plésiosaures, héritant d'un corps petit et d'un cou plus long, avec des nageoires renforcées. Chaque nageoire comportait plus de 10 os, offrant grande flexibilité et précision pour manœuvrer efficacement lors de la chasse en eaux ouvertes ou peu profondes, comme si ses membres étaient des leviers articulés coordonnant chaque mouvement avec dextérité. Muraenosaurus, quant à lui, se distinguait par l'extraordinaire longueur de son cou, dépassant 6 mètres, tandis que sa petite tête pouvait se déplacer latéralement rapidement pour capturer de petites proies.
Son tronc relativement rigide et ses membres peu articulés ne nuisaient pas à son efficacité alimentaire, compensée par des mouvements précis du cou semblables au picorage d'un oiseau, pour attraper poissons, crustacés ou céphalopodes avec grande précision. Famille Elasmosauridae. Parmi les reptiles marins au long cou, les élasmosauridés se distinguent par leurs proportions extrêmes, dépassant largement leurs parents en longueur cervicale. Ce reptile géant a été décrit comme un serpent avec un corps de tortue, car plus de la moitié de ses 14 mètres de longueur correspondait uniquement au cou, mince mais flexible. Les fossiles se concentrent dans la voie maritime intérieure occidentale de l'Amérique du Nord et ont également été retrouvés dans l'hémisphère sud, représentant l'un des derniers prédateurs marins du Crétacé supérieur. Le nom provient du grec élasmos, lamelle ou plaque, et sauros, lézard, faisant référence aux nombreuses vertèbres cervicales formant un cou extrêmement segmenté et articulé. Alors qu'un reptile typique compte 5 à 10 vertèbres et la plupart des plésiosaures entre 10 et 25, cet animal en possédait plus de 70. Cette longue série osseuse combinait résistance et flexibilité, permettant de manœuvrer la tête avec précision pour capturer sa nourriture. Le corps de l'Elasmosaurus présentait également les côtes habituelles de la colonne vertébrale. Celle-ci se courbait vers le bas, mais un second ensemble s'orientait vers le haut, créant une sorte de cage thoracique renforcée servant d'ancrage aux muscles des nageoires et favorisant une nage efficace et stable. Pour la chasse, ses dents fines et pointues, associées à un museau long, étaient idéales pour capturer poissons, calmars et ammonites à coquille spirale. Lors de l'approche, il lançait rapidement la tête vers le banc de proie, plutôt que de tourner tout le corps, permettant une attaque rapide et précise. Contrairement à ce que l'on pensait, il ne frappait pas depuis la surface vers le bas, mais embusquait sa proie en déplaçant la tête vers le haut. Parmi ses représentants les plus notables figurent Elasmosaurus et Hydropterosaurus. Elasmosaurus était un prédateur de grande taille avec un crâne mince et aplati, à peine plus volumineux que le cou. Son museau effilé lui conférait une silhouette aérodynamique, lui permettant de se déplacer rapidement dans l'eau. Ses longues dents ne pouvaient pas écraser les coquilles de mollusques, mais servaient à les capturer pour les avaler directement. Certains fossiles découverts dans des sédiments lacustres, anciens fonds océaniques, ont conduit à la théorie de l'existence d'exemplaires non découverts dans de grands lacs, inspirant le mythe de Nessie en Écosse. Hydropterosaurus présentait une structure interne similaire. Sa longueur totale était presque identique, avec environ 66 vertèbres, mais son crâne plus petit indique qu'il vivait près des côtes, chassant de petits poissons et autres céphalopodes. Sa mâchoire renforçait cette spécialisation, avec un espace réduit pour l'ouverture buccale, mais des dents dépassant sur les côtés supérieurs et inférieurs. Famille Pliosauridae. Les pliosaures apparaissent comme des parents proches des plésiosaures, partageant une partie de leur habitat et époque, bien qu'avec des différences anatomiques notables. Leur cou était court et robuste, mais leur tête gigantesque était parfaitement adaptée à la vie marine, les rendant des prédateurs efficaces des océans du Crétacé. Les fossiles se trouvent en Europe et en Amérique du Nord,
ainsi qu'en Australie et en Amérique du Sud, dominant de vastes étendues de mer peu profondes avant leur disparition. La famille Pliosauridae tire son nom du genre type Pliosaurus, provenant du grec plio, plus ou supérieur, et sauros, lézard, faisant référence à son évolution comme version plus développée des anciens reptiles marins. Ces créatures pouvaient mesurer de 3 à environ 9 mètres de long. Bien que cette taille puisse sembler inférieure à celle d'autres espèces, leur longueur ne dépendait pas du cou. Leur taille générale était impressionnante. Comme tous les reptiles, les pliosaures respiraient par des narines situées sur le sommet du crâne. Ils pouvaient retenir leur respiration entre 10 et 20 minutes lors d'immersion normale, suffisant pour traquer leur proie sans être détectés. Leur dentition était spécialisée pour les poissons, céphalopodes et même certains plésiosaures, avec des dents fines et espacées. Chez certaines espèces, comme Péloneuste, les dents pouvaient être courtes et coniques plutôt que simplement fines et en forme de lame. Dans d'autres cas, elles étaient plus latérales, inclinées ou robustes avec un espacement réduit, mais la majorité ressemblait à celle des crocodiles modernes. Un autre trait connu de cette espèce, partagé avec certains ancêtres et proches parents en moindre mesure, était la présence de gastrolites ou pierres digestives. Ces pierres aidaient à broyer la nourriture dans l'estomac avant digestion, particulièrement utiles pour les mollusques et ammonites à coquille dure. Parmi leurs principaux représentants figurent les redoutables rivaux des plésiosaures, Macroplasta et Chronosaurus. Le premier possédait un cou allongé, vestige primitif rare dans sa famille, mais sa tête, ses nageoires postérieures étaient également plus grandes que les antérieures, indiquant qu'elles fournissaient l'essentiel de la propulsion. Le second pliosaure, Chronosaurus, la dentition variait beaucoup et indiquait leur régime alimentaire. Par exemple, les dents de Mosasaurus globidens étaient arrondies et homogènes, adaptées non pas à la capture de poissons, mais à la casse des coquilles, pulsion et maniabilité, adaptées aux écosystèmes riches en vie marine. Clidastes était un mosasaure beaucoup plus petit, en compétition avec d'autres prédateurs de taille similaire, tout en évitant les mosasaures plus grands en pleine mer.